Une éminente famille est ébranlée par une mort suspecte. Tous ceux qui se trouvaient à la maison étaient considérés comme des suspects. Vous voulez le bonheur de vos parents, mais je ne voulais pas qu'ils trouvent ce bonheur avec elle. Elle a attendu d'être sûre qu'il soit mort pour appeler les secours. Le patriarche ne voit pas le mal incarné qui rôde dans sa propriété. Personne ne l'imaginait en meurtrière. Elle a fait ça pour l'argent, par cupidité, c'est la seule raison. Elle s'était forgé une réputation qui lui a valu le surnom de la veuve noire du comté d'Orange. Au final, il faut se poser la question suivante. Qui aimait Hamilton Somerville et qui voulait le voir mort? Pour Vanity Fair, le journaliste Michael Schneierson a mené l'enquête. Son récit a été publié dans les pages du magazine sous le titre « La veuve noire du comté d'Orange ». Le voici en images. Comté d'Orange en Virginie. Il est 20h44. Une femme, visiblement paniquée, appelle les secours. Elle croit que son mari est en train de s'étouffer. J'ai entendu l'appel radio des secours signalant une personne inconsciente qui ne respirait plus. Je me trouvais à une dizaine de kilomètres du lieu de l'incident, alors j'y suis allé. L'adresse, le domaine de Mont-Athos. Une propriété de 140 hectares appartenant à Hamilton Somerville, un gentleman farmer issu de l'une des plus vieilles familles du comté d'Orange. La personne au bout du fil, sa femme de 49 ans, Donna. Le shérif adjoint savait que Donna lui avait apporté son repas, qu'il ne s'était pas senti bien. Quand elle est remontée le voir, il était bleu et ne respirait plus. Quand je suis arrivé sur les lieux, Madame Somerville s'était allongée sur Monsieur Somerville et elle m'a dit « Il est mort, je sais qu'il est mort ». Je lui ai fait un massage cardiaque et il s'est mis à régurgiter. Il vomissait ce qu'il avait mangé. Là, j'ai demandé à sa femme de descendre et d'attendre l'arrivée de mes collègues. Quelques minutes plus tard, une ambulance arrive et les secours prennent le relais. Toute cette agitation attire les amis et les voisins au domaine de Mont-Athos. Il y avait des lumières partout, les sirènes retentissaient. Alors mon compagnon et moi, nous nous sommes rendus sur place. Lance Clore était là, il travaillait à la ferme de Mont-Athos. Les secours étaient encore là et ils essayaient de réanimer Hamilton. Entre ma tentative et celle des secours, on a essayé de réanimer M. Somerville pendant environ 30 minutes. Mais en vain. Hamilton Somerville Jr., 57 ans, est déclaré mort 42 minutes après que sa femme a appelé les secours. Cause apparente de la mort, asphyxie. Ham était en surpoids. Il fumait. Au vu de ces données, le médecin légiste a refusé le dossier. Le médecin de famille allait signer le document attestant qu'il s'agissait d'une mort naturelle. Ham a été transporté au funérarium de Prady, ici, à Orange, où son incinération était prévue. La décision de faire incinérer le corps est prise par la veuve d'Hamilton, visiblement stoïque. Madame Somerville affichait une attitude relativement calme. On pourrait presque la qualifier de forme d'état de choc, mais calme. Quand Hamilton et Donna se sont mariés 10 ans plus tôt, les voisins se souviennent d'un couple aimant et tendre qui appréciait de travailler ensemble à la ferme de Mont-Athos. Elle avait l'air de travailler dur et ils formaient un couple charmant.
J'ai l'impression qu'il l'aimait vraiment et qu'il aurait fait n'importe quoi pour elle. Papa semblait très heureux. Ils étaient très pratiquants, ils allaient à l'église tous les dimanches. Donna était très impliquée dans le catéchisme et la plupart de leur vie sociale transitait par l'église. Les Somerville comptaient parmi les premiers colons à peupler la ville de Philadelphie. Puis la famille a fini par s'établir dans les magnifiques collines ondulées du comté d'Orange, en Virginie. Le comté d'Orange est une région bucolique. Sa population est un mélange de personnes du sud de bonne famille, d'agriculteurs et de provinciaux, des gens bien. Michael Schneierson, journaliste de Vanity Fair, apprend que Hamilton Somerville, malgré son ascendance, était un homme modeste qui adorait cette terre devenue pôle d'attraction des vieilles et des nouvelles fortunes. Les acteurs Sam Shepard et Jessica Lange ont acheté une maison ici à l'époque où je travaillais sur cet article. John Grisham, l'écrivain, habite non loin d'ici. C'est une population aisée, très raffinée. Le domaine de Somerville, Mont Athos, a autrefois fait partie de Montpelier, la propriété du président James Madison. Ham Junior, comme on l'appelle, a hérité de Mont Athos. La propriété est entrée dans sa famille lorsque l'un de ses oncles a épousé une Dupont. Puis, elle a été transmise au père de Ham. Je décrirais la famille Somerville comme pleine de dignité. Ils avaient de l'argent, mais ils étaient généreux. Ils se sont donc bien intégrés, même s'ils venaient d'une famille très distinguée. Ham se comportait de la même manière avec tout le monde. Il aurait donné sa chemise à n'importe qui. Mon père aimait se retrousser les manches. Il se levait en même temps que le soleil et se couchait en même temps que lui. Et entre les deux, il s'épuisait à la tâche. Je voyais Hamilton tous les jours. Il adorait notre salade aux œufs et il en prenait presque à chaque fois. Et le jambon de pays aussi, qui est très salé. Et du café, toujours et encore du café. Le connaître, ça signifiait être son ami. Il n'avait pas réellement d'ennemis. C'était une personne gaie de caractère. Ce n'était pas dans sa nature de se méfier des autres. Le soir où Ham Somerville décède, les voisins pressentent immédiatement qu'il y a anguille sous roche. Donna voulait le faire incinérer le soir même. Normalement, ça demande quelques jours. Je ne comprenais pas pourquoi elle était si pressée. La même question intrigue Michael Schneierson de Vanity Fair. Ce soir-là, Alita a reçu un appel de Donna lui disant « Ton père est décédé, il est mort. Et on va le faire incinérer. » Évidemment, Alita était abasourdie, d'abord parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que son père meure, et ensuite parce que le ton de Donna ne lui inspirait pas confiance. Je pouvais payer l'incinération, mais pourquoi l'incinérer dans l'instant? Ce n'était pas logique. C'était forcément pour cacher quelque chose. Le soir où Ham Somerville décède, sa femme Donna demande au funérarium de prévoir l'incinération pour le lendemain, parce que tel était le souhait de Ham. Mais sa fille Alita réclame une autopsie. Elle veut savoir comment son père est mort. Le lendemain, Alita passait des coups de fil pour savoir comment on pouvait annuler une incinération. Et elle s'est retrouvée à parler avec l'avocat général local. Il a appris que Donna venait de programmer l'incinération qui devait avoir lieu 24 heures plus tard, le jeudi matin, à 10 heures. Alors, il a commencé à faire ce qui était en son pouvoir en tant qu'avocat, et il a réussi à l'annuler à 9h30, le jeudi matin.
J'ai réclamé une autopsie, premièrement parce que si sa mort était due à un problème génétique, alors on devait le savoir. Et deuxièmement, parce que je pensais qu'il avait été assassiné. Ham Somerville s'était déjà marié une première fois à Sydney, en 1966. Sydney avait une fille prénommée Ginger d'une précédente union. Puis elle a eu 2 autres filles avec Ham, Alita et Sarah. Les 3 filles adoraient leur père, et réciproquement. Mon père était beaucoup plus calme que moi. Il aspirait à la tranquillité. Et moi, j'étais plutôt du genre agité. En 1980, Henrietta Weaver, la mère de Ham, invite la famille à emménager dans la propriété de Mont Athos. J'étais toute contente de déménager parce que j'allais passer plus de temps avec ma grand-mère, Annie Weaver, que j'adorais. Alors, je trouvais ça génial. Mais peu après leur arrivée à Mont Athos, on diagnostique un cancer du sein à Sydney, la femme de Ham. C'est Ham, son mari, qui s'est occupé de Sydney pendant les 4 dernières années de sa vie. Il s'est consacré à elle. C'était difficile de s'occuper d'elle. Mon père m'a toujours dit, quand tu dois déplacer une montagne de terre, tu te mets au travail, tu prends ta pelle, tu commences à déplacer la terre et tu ne relèves la tête que quand le tas a disparu. C'est comme ça qu'il faut vivre sa vie parfois. Tu le comprends quand elle te file entre les doigts. Finalement, Ham se rend compte qu'il ne peut apporter à Sydney toute l'aide dont elle a besoin. Elle souffre en permanence et peut à peine se déplacer toute seule. Il embauche donc une infirmière, Donna Jean Scott, qui travaille dans un établissement de soins palliatifs des environs pour s'occuper de Sydney. En tant qu'infirmière chargée de Sydney, Donna était responsable de la prise en charge de la douleur. Cela consistait entre autres à lui donner des médicaments destinés à le soulager, tels que de la morphine en solution et autres substances. Nous avions décidé de nous en tenir à des mesures visant à assurer son confort. À environ 6 heures du matin, je n'en pouvais plus et j'avais besoin de sortir de la maison. Sur la route, j'avais les vitres de ma voiture ouvertes et une brise très puissante sortie de nulle part s'est mise à souffler. Je l'ai vu ployer les herbes sur le bas-côté de la route et la radio de ma voiture s'est éteinte. Tout s'est arrêté. Après 24 ans de mariage, Sydney Somerville meurt le 3 septembre 1990. Quand je suis arrivée à la maison à peine 5 minutes plus tard, ils m'ont dit qu'elle venait de mourir. J'ai répondu que je le savais, je l'avais senti. Peu de temps après le décès de Sydney survenu en septembre, la santé d'Henrietta s'est dégradée. On lui avait diagnostiqué un cancer, mais son état paraissait stable jusqu'aux vacances. Il a soudain empiré. Il lui fallait désormais, elle aussi, une infirmière à domicile et Donna a rempli ce rôle. Henrietta décède à Mont Athos le 14 janvier 1991. Dans son testament, la matriarche lègue tout son domaine, y compris un siècle de trésors familiaux, à son fils, Hamilton. Il était effondré. Il n'a jamais répandu ses cendres. Il aimait profondément ma mère, mais il était aussi très lié à ma grand-mère. Elle était notre pilier. Les 2 décès à seulement 4 mois d'intervalle laissent Hamilton Somerville épuisé moralement. Pendant toute la période de deuil, Donna Scott, l'infirmière, reste au domaine pour s'occuper de Ham.
Alita savait que son père était très vulnérable et elle a senti très clairement que cette femme qu'elle venait de rencontrer était consciente de cette fragilité et qu'elle en profitait. Un jour, je suis descendue et j'ai trouvé Donna assise sur le bar et mon père assis dans le siège de bureau de ma mère. Il était face à elle, mais elle était assise là, avec sa mini-jupe et les jambes écartées, juste sous les yeux de mon père. Je suis entrée et j'ai dit « Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous faites ?» J'étais consternée. Mais il était très naïf et franchement, je doute qu'il ait compris son petit manège. Personne n'a été vraiment surpris de voir Ham arriver à une fête en compagnie de Donna, mais en revanche, tout le monde a été étonné lorsqu'ils se sont mariés en août. Ça a choqué les gens, parce que cela faisait moins d'1 an que Sidney était décédé lorsqu'ils se sont mariés. Mon père était incapable de laver lui-même son linge. Et la voilà qui débarque en lui disant « Laisse-moi t'aider, je vais m'occuper de toi, tout ira bien. Je vais t'aider à faire ton deuil. » Son vrai nom est Donna Jean Ecochard. Elle a raconté aux filles de Ham qu'elle était la brebis galeuse de sa famille ouvrière à Paramus, dans le New Jersey. Elle est devenue infirmière en 1977 et a quitté Paramus peu de temps après, à l'arrière d'une moto. Donna avait déjà été mariée 3 fois. D'abord à l'homme avec lequel elle était partie de Paramus, puis à un deuxième époux, et à un troisième qui était un vétéran du Vietnam et qui vivait dans un mobil-home. Il était le père de sa fille, Joanna. Vous voulez le bonheur de vos parents, mais je ne voulais pas qu'ils trouvent ce bonheur avec elle, parce que j'avais l'impression que ça ne durerait pas. Elle vivait dans un lotissement de mobil-home à la périphérie de la ville. Et lui, il habitait un domaine de 140 hectares. Faites le calcul. Alita savait que son père voulait se faire incinérer. Mais elle trouve suspect que sa belle-mère exige d'incinérer le corps immédiatement. Elle demande au procureur d'ordonner une autopsie. À l'origine, l'autopsie a été réclamée uniquement pour essayer de déterminer la cause de la mort. Il n'y avait pas de suspicion d'acte criminel, du moins de la part des autorités, au vu des éléments dont elles disposaient. Après avoir examiné le corps, le médecin légiste m'a dit qu'elle ne croyait pas que sa mort était due à une crise cardiaque, mais elle n'avait aucune idée de ce qui aurait pu la provoquer. C'était extrêmement troublant pour les filles de Ham de ne pas savoir de quoi était mort leur père. Les semaines se sont écoulées et les rapports toxicologiques sont arrivés, avec des résultats très surprenants. Deux mois après la mort inopinée de Hamilton Somerville, les autorités reçoivent enfin le rapport toxicologique. Tous les habitants du comté d'Orange sont abasourdis par les résultats. La cause de sa mort était une intoxication médicamenteuse incluant morphine, oxycodone, codéine ainsi que prométhazine. Le toxicologue a trouvé dans son sang 3 fois la dose mortelle de morphine. De même pour l'oxycodone. Et en plus de toutes les substances médicamenteuses retrouvées dans son sang, ils en ont également retrouvé dans son estomac à des concentrations plusieurs milliers de fois plus élevées. Le rapport toxicologique soulevait 3 théories. La première, c'est que Ham avait été victime d'une overdose par la personne qui lui avait administré ces substances médicamenteuses. La deuxième, c'est qu'il avait été victime d'une overdose accidentelle. Et la troisième, qu'il s'était suicidé. La théorie du suicide choque les amis de Hamilton. Ils connaissaient Ham comme une personne qui aimait la vie et qui adorait travailler la terre sur sa propriété de Mont Athos. Mais c'est le comportement de Donna avant sa mort qui fait beaucoup parler en ville.
Au début de leur relation, Ham et Donna manifestaient des signes de tendresse l'un envers l'autre. Mais les femmes de la supérette ont commencé à remarquer que Donna n'avait pas l'air gênée le moins du monde d'entrer dans la boutique avec des hommes célibataires et de se montrer physiquement affectueuse avec eux. C'était ahurissant. Elle se moquait royalement de ce que pensaient les autres. Beaucoup de ragots se relayaient à la supérette de Somerset, parce que c'est là que tout le monde allait. On s'y rendait pour acheter un pack de bière ou pour faire le plein de sa voiture. Donna se montrait tactile avec d'autres hommes à la supérette. Les rumeurs circulent en ville sur Donna et sa tendance à consoler les hommes récemment divorcés ou veufs par des démonstrations d'affection en public. Elle savait ce dont ils avaient besoin, alors elle tentait le coup, et ils se laissaient prendre à son jeu. À chaque fois que je passais là-bas, on racontait qu'elle couchait avec un tel, ou alors qu'elle était à la supérette à l'avant du pick-up en train d'embrasser un tel. C'était comme ça tout le temps. Donna s'était forgé une réputation dans tout le comté, si ce n'est au-delà, à tel point qu'on la surnommait la veuve noire du comté d'Orange. En particulier, le bruit court que Donna a une liaison avec Lance Clore, un homme à tout faire qui se trouvait à Mont Athos le soir où Hamilton est décédé. Lance aidait à l'entretien de la ferme, et il est resté après la mort de Ham. Elle était chez une amie pour Thanksgiving avec Lance Clore. Elle avait ses mains dans sa poche arrière, elle lui faisait des caresses dans le dos, et tout cela devant les personnes qui les avaient invités à peine 2 semaines après le décès de Hamilton. Je l'ai vu très proche de Lance. Et il conduisait le pick-up de mon père alors qu'il en avait un. Pourquoi il prenait celui de mon père ? Quand les autorités interrogent Lance Clore sur la nature de leur relation, il nie avoir une liaison sexuelle avec Donna. Mais les relevés téléphoniques insinuent qu'il s'agit plus que d'une simple connaissance. Dans les 11 mois précédant la mort de Hamilton, Lance et Donna se sont parlé 92 fois au téléphone et 15 fois dans le dernier mois. Je ne sais pas si quelqu'un a révélé à Ham que Donna avait des relations extra-conjugales, parce que parfois, ça se retourne contre soi. L'employé au bureau de poste de Montpellier nous a raconté que Donna lui avait demandé de garder sa facture de téléphone séparée de celle de Ham. C'est ce qui s'est passé jusqu'au mois d'octobre, précédant la mort de ce dernier. Cette facture-ci, c'est Ham qui l'a payée. Les enquêteurs commencent à se demander si Hamilton savait que Donna le trompait. Ham sentait que leur mariage était en danger. Et il avait demandé à un ami de lui recommander un conseiller conjugal. Mais personne dans l'entourage de Ham ne pense que l'infidélité de Donna l'aurait conduit à mettre fin à ses jours. Je doute qu'il se soit suicidé. Je doute qu'il ait lui-même pris une surdose de médicaments. Il ne se droguait pas. Il ne l'a jamais fait, il ne l'aurait jamais fait. Il n'était pas suicidaire. Il était en train de préparer un grand projet à l'église et il nous appelait pour organiser Thanksgiving chez lui. Il n'était pas suicidaire. Les personnes suicidaires ne font pas de projet. S'il ne s'agit pas d'un suicide, il reste la possibilité d'une overdose accidentelle. Les enquêteurs examinent les documents de la pharmacie et apprennent que Hamilton Somerville avait une prescription pour un médicament contre la toux qui contenait à la fois de la prométhazine et de la codéine. Seul ce médicament expliquerait la présence de ces 2 substances. Il n'avait pas de prescription pour de la morphine en solution ou de l'oxycodone. Si Hamilton Somerville n'avait pas accès à la morphine ou à l'oxycodone, les enquêteurs veulent savoir comment des doses mortelles de ces substances ont pu se retrouver dans son organisme. Tous ceux qui se trouvaient à la maison à un moment ou à un autre ce jour-là ont été considérés comme des suspects, du moins au début.
Les enquêteurs les écartaient après avoir vérifié qu'ils n'avaient pas pu se procurer de la morphine en solution et de la prométhazine, parce que ces deux substances ne se trouvent pas à tous les coins de rue. Ces substances attiraient notre attention sur quelqu'un comme Donna, qui était infirmière. 2 mois après avoir appelé les secours d'une voix désespérée, Donna Somerville devient la suspecte numéro 1 dans la mort de son mari. On pense que Hamilton a vu la facture de téléphone de Donna. Elle sait qu'elle a eu connaissance de ces appels. Elle sait que leur mariage bat de l'aile. Elle commence à sentir la pression. Il était important de prouver qu'elle l'avait trompé et qu'il avait découvert ses infidélités. Personne ne l'imaginait en meurtrière. Elle avait trop de compassion pour son prochain et trop d'amour pour son mari. À en juger par le genre d'homme que Donna préférait fréquenter, son mari n'était pas de ceux avec qui elle aurait nécessairement voulu passer les 20 ou 25 prochaines années. Était-ce un mobile suffisant pour un meurtre? Difficile à dire, mais indéniablement la mort de Ham permettait à Donna de vivre la vie à laquelle elle aspirait vraiment. Et lorsque les membres de la famille découvrent les modifications que Hamilton a apportées à son testament juste avant sa mort, ils sont encore plus convaincus que Donna Somerville a empoisonné son mari. Lorsque Hamilton Somerville meurt d'une intoxication médicamenteuse dans sa propriété de Mont Athos, les enquêteurs cherchent à savoir qui aurait voulu tuer le riche agriculteur. La famille de Ham est persuadée que sa femme Donna est coupable parce que c'est celle qui avait le plus à gagner dans la mort de son mari. Mon père et Donna avaient décidé de léguer la propriété au conjoint survivant, ce qui signifie qu'au cas où l'un des deux décéderait, tout revenait à l'autre. Mais elle nous a rassurés en nous disant que tout ce qui se trouvait dans la maison nous appartenait à toutes les trois. Il possédait également un compte-titre d'une valeur de plusieurs millions de dollars chez Merrill Lynch et il avait déclaré sa femme comme co-titulaire de ce compte. Le fait que Ham ait modifié son testament pour léguer ses biens non plus à plusieurs de ses proches, mais uniquement à Donna, constitue un mobile possible de la principale intéressée dans cette affaire et conforte l'hypothèse qu'il s'agit d'un meurtre perpétré par Donna. Si elle divorçait, elle n'obtiendrait que la moitié. Et encore, parce qu'il avait découvert son adultère. Mais si elle le tuait, elle obtiendrait tout. Le compte-titre, l'assurance vie, la ferme, tous ces biens qu'elle pourrait revendre. Elle a fait ça pour l'argent, par cupidité. C'est la seule raison. Les enquêteurs examinent de nouveau le comportement de l'infirmière le soir où son mari est mort. Curieusement, la version de Donna à la police ne cesse de changer quant au déroulement des faits le soir où Ham est mort. Parfois, elle disait qu'elle venait de commencer le massage cardiaque, parfois elle disait qu'elle le pratiquait depuis 30 minutes. Elle avait donc plusieurs versions. Donna a demandé au secours de ne pas pratiquer de massage cardiaque sur Ham. Elle leur a dit qu'elle avait vu cette scène avec son propre père et que ça n'avait fait que prolonger son agonie. Elle leur a donc demandé de le laisser mourir en paix. C'était assez surprenant, voire même un peu choquant. Mais on ne peut pas trop juger ce genre de réaction vu les circonstances. Personne ne sait vraiment ce qui s'est passé ce soir-là. Et la question principale subsiste. Comment la dose toxique de médicaments est-elle arrivée dans l'organisme de Hamilton Somerville? De nombreuses questions restaient en suspens. Alors, la perquisition de Mont Athos allait permettre d'essayer de trouver des preuves tangibles indiquant qu'il s'agissait d'un meurtre. La police procède à une perquisition de Mont Athos. Et là, les enquêteurs découvrent une preuve accablante.
Ce manuel médical de référence pour les infirmières dans une bibliothèque située juste à côté de la chambre principale. Un paragraphe en particulier attire leur attention. Le manuel avait un post-it sur une page qui expliquait comment administrer de la morphine à des patients réticents en la dissimulant dans leur nourriture. Les avocats de Barnes & Noble ont bien voulu nous donner les dates auxquelles ce manuel avait été vendu dans la librairie Barnes & Noble de Charlottesville. La date coïncidait exactement à l'un des chèques rédigés par Donna. Le manuel avait été acheté en septembre, avant la mort de Ham. Les enquêteurs ne trouvent ni morphine ni oxycodone dans la maison. Mais ils apprennent que quelques mois avant le décès de Hamilton, Donna a repris du service en tant que bénévole en soins palliatifs. Le tribunal du Commonwealth de Virginie pense que Donna Somerville est revenue afin de se procurer des médicaments auprès de patients pour pouvoir ensuite les utiliser dans le but d'empoisonner et de tuer Ham Somerville. Je ne peux pas me prononcer en son nom sur ses motivations personnelles, mais c'était une personne très aimante et très généreuse. Elle était dévouée envers les autres. Je pense qu'elle a conservé ses médicaments dérobés à l'établissement de soins palliatifs en attendant le moment opportun. Puis, le soir du 13 novembre, elle a décidé de passer à l'acte. 15 mois après la mort de Hamilton Somerville, sa femme Donna est inculpée de meurtre avec préméditation. Elle est arrêtée le jour de la Saint-Valentin 2003. Les nombreuses allégations quant à son infidélité, le fait qu'elle soit retournée à l'établissement de soins palliatifs et qu'elle ait eu accès à la morphine en solution, son incapacité à donner une description concrète du déroulement des faits le soir où Ham est mort, tout cela concordait. Je crois qu'il est évident qu'elle l'a empoisonné. Je pense qu'elle a attendu d'être sûre qu'il soit mort pour appeler les secours et puis elle a essayé de dissimuler l'acte de sa vie. Avec son arrestation, un nouveau chapitre de cette histoire commence. Donna était incarcérée dans l'attente d'une caution. Elle a réussi à verser la caution de 300 000 $ et a été libérée. Restait à savoir ce qui serait décidé au tribunal. Finalement, ça a été un procès sans jury, uniquement avec un juge, parce qu'il avait décrété que des jurés issus du comté d'Orange risqueraient de ne pas faire preuve d'impartialité dans cette affaire. Au final, il faut se poser la question suivante. Qui aimait Hamilton Somerville et qui voulait le voir mort? Pendant tout le procès, Donna soutient qu'elle est innocente. Elle ne m'a pas regardée. Elle a passé son temps à ricaner avec son avocat. Elle a pris le procès avec aussi peu de sérieux que ce qu'elle avait fait à mon père. Comme si tout ça n'était qu'une grande mascarade. Pour les amis et la famille de Hamilton Somerville, la veuve noire du comté d'Orange est clairement coupable. Aucun ne s'attend à ce qui va suivre. L'empoisonnement n'est pas un crime passionnel. C'est un crime de planification et de tromperie. Pour moi, il ne fait aucun doute que Donna a tué Hamilton. Et la plupart des habitants du comté d'Orange sont du même avis. Le procès de Donna Somerville est bouclé en seulement 12 jours. Après avoir examiné toutes les preuves, le juge Daniel Bouton déclare Donna Somerville non coupable du meurtre de son mari. La décision du juge Bouton dans cette procédure pénale était inhabituelle. Il ne s'est pas contenté de dire « je déclare l'accusé non coupable ». Il a dit qu'il y avait une probabilité qu'elle soit coupable, mais que les preuves n'étaient pas suffisamment convaincantes pour lever le doute.
On peut soupçonner quelqu'un, mais quand vient l'heure du procès, que le nuage de poussière retombe, que toutes les preuves sont examinées et qu'il n'y a pas de condamnation, votre suspect devient innocent. Ça a été un choc. Je pense qu'un jury composé de ses pairs l'aurait déclaré coupable. Les filles de Ham n'ont pas renoncé. Elles étaient tellement convaincues de la culpabilité de Donna qu'elles ont décidé de déclencher une procédure civile. Acquittée de meurtre au procès pénal, Donna ne risque plus de peine de prison. Mais si la majorité des preuves dans la procédure civile montre sa culpabilité, Donna peut perdre Mont Athos, ainsi que la fortune familiale dont elle a hérité. Lorsque nous avons déclenché la procédure civile, nous avions 3 objectifs. Rendre aux filles la propriété qui leur revenait, laver le nom de Hamilton Somerville et entendre un juge ou un tribunal déclarer que Donna a empoisonné son mari. Il était très important de faire front, de dire qu'il était arrivé quelque chose d'horrible à une personne formidable et qu'on comptait bien ne pas en rester là. Tout l'accusait. Le mobile, l'occasion, le type de médicament utilisé. Bien sûr, c'est une affaire basée sur les présomptions. Mais ça ne nous a pas arrêtés. Ça signifiait juste qu'on avait du pain sur la planche. L'équipe juridique examine les analyses effectuées par le laboratoire du FBI sur l'échantillon de cheveux de Hamilton Somerville, qui avait constitué une preuve capitale au procès pénal. Si on a analysé les cheveux, c'est parce que lorsque quelqu'un est exposé à des stupéfiants, il se retrouve dans ses cheveux. S'ils sont présents sur toute la longueur, cela signifie que cette personne prend ces stupéfiants depuis plusieurs mois, quelle que soit leur longueur. Les grandes quantités de morphine, de codéine et d'oxycodone retrouvées dans l'échantillon des cheveux indiquent une consommation de stupéfiants de longue date. Cette analyse a révélé la présence de ces 3 substances dans les cheveux en quantité extrêmement élevée, parmi les plus grandes jamais relevées par nos experts. La défense soutient que Ham utilisait ces substances en automédication, même si elles n'avaient jamais été prescrites par aucun médecin. L'analyse des cheveux était un cas particulier, alors on devait tout reprendre depuis le début. Mais de nouvelles données du laboratoire du FBI évoquent un problème avec cette preuve fondamentale. Il est possible que l'échantillon de cheveux présenté au tribunal pénal ait été contaminé. Dans l'affaire Hamilton, quelqu'un a pratiqué un massage cardiaque. Hamilton a vomi et le vomi s'est répandu partout sur ses cheveux. Dans son estomac, il avait d'énormes quantités de morphine, d'oxycodone et de codéine, ce qui a dû contaminer les cheveux. Et à l'époque, les procédures de décontamination utilisées par le laboratoire du FBI n'éliminaient pas les contaminations externes. Donc, nous pensons que l'analyse a donné de faux résultats positifs. Le 3 mars 2010, plus de 8 ans après la mort de Hamilton Somerville, le juge en charge de la médiation rend son verdict dans cette procédure civile. Dans une procédure civile, on s'attache à déterminer si les preuves sont suffisamment convaincantes. C'est-à-dire, est-il plus probable que Donna ait empoisonné son mari ou est-il plus probable qu'elle ne l'ait pas fait? Nous avons réussi à rassembler les preuves dans la procédure civile pour montrer qu'elle l'avait fait. Donna Somerville est déclarée responsable de la mort de son mari. Je me suis sentie soulagée. Ça y est, c'est fini. Tout le monde sait ce qu'elle a fait. Elle sait ce qu'elle a fait. Être reconnue responsable dans un procès civil ne veut pas dire que Donna a été incarcérée. Elle est toujours libre. Elle a nié sa responsabilité tout du long. Comme stipulé dans l'accord, Donna Somerville accepte de verser 900 000 $ aux 3 filles de Hamilton. Et elle accepte de rendre les clés de Mont Athos. C'était merveilleux de savoir qu'on pouvait retourner à Mont Athos. Mont Athos, c'était tout pour la famille. Ce n'était pas seulement un terrain, c'était leur héritage familial. Mais avant qu'Alita, Sarah et Ginger ne puissent rentrer dans la maison de leur père, Donna leur assène un dernier acte de vengeance que certains qualifieront de malveillant. Elle a mis aux enchères tout le contenu de la maison, l'héritage historique de la famille Somerville.
Nous sommes allés dans la salle des ventes pour que le commissaire-priseur cesse de vendre des biens tels que les maisons de poupées des filles ou la Bible de la famille et racheter certains biens personnels à ceux qui se les étaient déjà procurés aux enchères. C'était le coup de grâce. Donna Somerville est une personne qui a grandement besoin des prières d'autrui. Toutes les affaires de meurtre restent gravées dans votre esprit. Ça vous hante de penser que quelqu'un soit capable d'assassiner son mari et de songer au prix à payer pour les enfants. En fin de compte, c'est une tragédie de A à Z. Tous les jours, on est entouré de gens mauvais, mais on ne peut pas vivre dans la paranoïa permanente. Mais en même temps, il faut toujours se méfier. Oui. Toujours rester vigilant.